Citoyennes, citoyens, bonjour. Aujourd'hui, on va découvrir une des exoplanètes les plus bizarres jamais identifiées grâce aux analyses de James Webb. On fera ensuite un point sur le budget de la NASA pour 2026 qui arrive à son moment de vérité, puis on se penchera sur le monde en pleine ébullition des communications par satellite, avec un très gros coup de la part de SpaceX, et une belle levée de fonds pour les Français de K-Labs. Allez, c'est parti, générique. Bienvenue dans DNDE, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18 h. Juste avant de démarrer, je prends 30 secondes pour vous faire une petite communication à propos de la chaîne. Avec Maxime, on a cogité une bonne partie de l'été pour trouver ce qu'on pourrait vous proposer en plus comme contenu sur la chaîne. On a pas mal d'idées qui nous intéressent personnellement, mais on se rend bien compte qu'elles s'éloignent pas mal des intérêts du grand public, et que l'algo de YouTube ne serait probablement pas très clément avec beaucoup de ses vidéos. Mais comme on a très envie de les faire, on est arrivé à un compromis. On va les proposer aux membres de la chaîne. On sait que cette petite partie d'entre vous fait partie des plus passionnés, et on pense que ces vidéos trouveront là leur écho. C'est vrai que depuis le début on ne proposait pas de contrepartie à ce soutien, et ben maintenant c'est chose faite. Et vu qu'on sera très peu nombreux, on ne sentira ainsi de notre côté plus la pression de l'algorithme. On pourra se lâcher un peu et explorer des sujets de niche, des trucs pas forcément sexy au premier abord, mais qui peuvent se révéler passionnants quand on plonge dedans. Une première vidéo est sortie hier, vous pouvez la trouver en naviguant dans l'onglet vidéo de la chaîne. Il y a une petite vignette réservée aux membres dessous. Bien entendu, si vous n'en faites pas partie, vous pourrez rejoindre les membres de la chaîne. Les vidéos seront accessibles à tous les tiers, donc à partir du tiers soutien orbital qui est à 1,99 € par mois. Pour les autres, le programme ne change pas. Vous aurez toujours autant de vidéos, vous ne perdez absolument rien. Les vidéos spéciales membres sortiront pour leur part un dimanche sur 2. Il y en aura donc 2 par mois. Allez, trêve de bavardage, on peut maintenant plonger dans les actualités de la semaine. Au cours des 30 dernières années, des milliers d'exoplanètes ont pu être découvertes. Elles font presque toutes les tailles, gravitent autour d'étoiles très diverses et ont parfois des compositions chimiques étonnantes. Il y en a tout de même qui sont plus surprenantes que les autres, et c'est d'une de ces dernières qu'on va discuter aujourd'hui. Toutes les exoplanètes ne gravitent pas autour d'étoiles de la séquence principale. Certaines ont l'infortune de se trouver autour de cadavres stellaires, notamment des pulsars. C'est le cas de la toute première exoplanète jamais découverte. Quelques années avant la découverte de la première exoplanète autour d'une étoile classique en 1995, deux radioastronomes avaient pu prouver l'existence d'un corps planétaire autour d'une de ces étranges étoiles à neutrons. Les étoiles à neutrons se forment à la mort d'étoiles massives, lorsque ces dernières sont un peu trop petites pour former des trous noirs. Lorsque ces étoiles à neutrons forment des jets le long de leur pôle et que ces jets balayent la Terre, elles deviennent des pulsars. Le passage intermittent du jet dans notre direction nous donne en effet l'impression d'une pulsation dans le domaine radio. Comme ce sont les cadavres d'anciennes étoiles, les pulsars peuvent posséder des systèmes planétaires ou même des étoiles compagnons. Ces derniers sont très particuliers puisqu'ils ont dû survivre à la supernova qui a donné naissance à l'étoile à neutrons. Le cas qui nous intéresse aujourd'hui fait certainement partie des plus étranges. James Webb a ainsi pu observer une exoplanète qui prend le nom un peu barbare de PSR J2322 2650b. On va l'appeler 2650b pour simplifier la suite de l'épisode. Elle semble faire à peu près la taille de Jupiter et a une densité qui laisse entendre qu'elle serait presque entièrement composée d'hélium. C'est déjà étonnant. Les planètes géantes, semblables à Jupiter, sont plutôt composées en majeure partie d'hydrogène, comme les étoiles. L'hélium n'arrive qu'en deuxième position. Seulement, autour des pulsars, ces planètes sont soumises à des conditions extrêmes. D'abord une supernova, puis les radiations phénoménales de la petite étoile à neutrons. Il est donc probable que notre exoplanète ait commencé sa vie de manière plus orthodoxe, et qu'elle se soit fait arracher tous ses hydrogènes par le pulsar. Ce qui est déjà un scénario pas banal, mais les bizarreries ne s'arrêtent pas là, bien au contraire. James Webb a ainsi pu mener une analyse de la chimie de 2650b, et on tombe sur un profil complètement inattendu. L'atmosphère de l'exoplanète semble presque entièrement composée de carbone. Sur la Terre, le ratio carbone sur oxygène est égal à 0,01.
Cela signifie que pour chaque atome de carbone, on trouve sur Terre 100 atomes d'oxygène. Le Soleil est un peu plus riche en carbone, avec un ratio de 0,55. Mais avec 2650b, on est sur un ratio égal à 100. Donc, un rapport inversé par rapport à la Terre. Pour chaque atome d'oxygène, il y aurait 100 atomes de carbone. C'est une composition exceptionnelle qui nous est ici révélée par James Webb. Il n'y a tout simplement aucun procédé connu qui permet d'expliquer une telle composition. Ce qui rend le cas d'étude sacrément intéressant. Et puis, vous devez vous en douter, une grande composition de carbone plus les pressions d'une planète géante. Cela doit produire une sacrée abondance de diamants. Bon, tout cela nous reste inaccessible puisque le pulsar et la planète sont situés à 750 années-lumière de nous. Mais avec un profil si particulier, nul doute que 2650b aura le droit à une nouvelle passe d'observation. Jeudi dernier, on vous a parlé d'une annonce fracassante de la part de la NASA. La découverte de petites formations minérales qui ressemblent beaucoup à ce qu'on verrait sur Terre comme résultat d'une activité microbienne. Ce n'est pas suffisant pour dire qu'on a trouvé des micro-organismes extraterrestres, même éteints, mais c'est peut-être l'indice le plus probant qu'on ait à ce jour. On a très envie d'en savoir plus, de poursuivre l'enquête, mais malheureusement la NASA est toujours dans une passe difficile, plus difficile que jamais même. Tout au long de l'année, on a discuté du budget de l'agence pour l'année 2026, qui fait l'objet d'une véritable bataille politique. L'administration Trump souhaiterait le voir fortement réduit pour faire des économies au niveau fédéral. Et comme la course à la Lune avec la Chine reste une priorité nationale, ce sont les programmes de science qui se feraient tailler dans le lard. La Maison-Blanche et le Congrès se sont envoyés des propositions et contre-propositions de budget toute l'année. Et mi-septembre, il n'y a toujours pas d'accord. Ce qui commence à devenir critique. Si au 1er octobre, les organes politiques américains ne s'entendent toujours pas, on entrera dans une de ces fameuses phases de shutdown gouvernemental. L'année fiscale du gouvernement américain s'étend du 1er octobre au 30 septembre. On est donc en bout de corde. S'il n'y a toujours pas d'accord dans les 2 semaines qui viennent, de nombreuses agences d'État seront mécaniquement interdites d'engager de nouvelles dépenses. Généralement, la menace du shutdown est suffisante pour éviter celui-ci. Mais cela signifie que le temps de négociation est terminé et qu'un accord doit arriver très vite avec, entre autres, un chiffre et des allocations précises pour le budget de la NASA. Là où c'est terrible pour nous, c'est que la ligne dure de la Maison-Blanche a de bonnes chances de l'emporter. Cela se traduirait par une baisse de 25% du budget de l'Agence spatiale américaine et la fin brutale d'une quarantaine de missions d'observation de la Terre ou d'exploration du système solaire. Et on ne parle pas de petites sondes mineures. New Horizons, la sonde qui a exploré Pluton, et Juno, l'unique orbiteur actif autour de Jupiter, se feraient couper les communications. On parle de 2 sondes qui ont fait énormément progresser la connaissance du système solaire externe. New Horizons a exploré l'objet le plus lointain jamais survolé, en 2019, et a encore l'opportunité de nous faire découvrir des mondes encore plus reculés. Juno garde un œil sur le système de Jupiter en attendant l'arrivée d'Europa Clipper et de JUICE, qui ont encore quelques années de voyage devant elles. L'observatoire en rayon X Chandra subirait le même sort. Sur Mars, les orbiteurs Maven et Mars Odyssey seraient désactivés. On parle de missions actives qui continuent à produire des résultats. Je ne vais pas vous faire une liste complète, mais je vous laisse contempler sur cette infographie produite par Astronomy Magazine, le désastre. Chaque croix rouge représente une mission active ou en préparation qui se ferait supprimer. Vénus est particulièrement touchée avec une suppression totale de l'intérêt de la NASA. Les sciences de la Terre et du Soleil en prennent également un sacré coup. On peut y voir un abandon presque total des ambitions scientifiques de la NASA. Jusqu'ici, tout cela était hypothétique, mais d'ici 2 semaines, on a de bonnes chances de passer dans le concret. Et pour beaucoup de ces missions, ça ne sera pas réversible. Si après 1 an ou une élection, la Maison-Blanche change d'avis, beaucoup de ces missions ne pourront pas être relancées. Ce sera la perte pure et simple de décennies d'efforts. On vous tiendra bien évidemment au courant d'ici le 1er octobre. Avec l'arrivée des méga-constellations de télécommunications, les échanges d'informations entre la Terre et l'orbite se multiplient. De plus en plus d'utilisateurs veulent échanger de plus en plus de données avec de plus en plus de satellites. Cela crée des tensions sur les fréquences radio et la mise au point de nouveaux systèmes innovants. Ces derniers jours, cette tendance est illustrée par 2 actualités très parlantes aux États-Unis et en France.
Côté États-Unis, SpaceX vient de débourser un véritable pactole pour s'offrir les fréquences de l'opérateur EchoStar. EchoStar est une entreprise de télécommunications par satellite qui existe depuis les années 90. Ils opèrent une flotte d'une dizaine de satellites en orbite géostationnaire, ce qui leur permet de faire de la télé par satellite et un peu de téléphonie. SpaceX s'est apparemment plaint à la FCC, l'organe régulateur pour l'attribution des fréquences radio aux USA, qu'EchoStar utilisait à peine les fréquences qui lui avaient été attribuées. Cela a aidé à mettre un peu de pression sur l'opérateur historique, qui a cédé à son gourmand rival. EchoStar va vendre les licences pour 2 de ses bandes de fréquences à SpaceX. Ils ne sont pas perdants dans l'affaire puisque l'opération est évaluée à 17 milliards de dollars, rien que ça. EchoStar va recevoir 8 milliards et demi en cash et 8 milliards et demi en actions SpaceX. Pour SpaceX, cette opération dessine les contours d'une stratégie très ambitieuse d'extension des services Starlink. Certaines de ces bandes vont pouvoir être utilisées pour la communication directe avec les téléphones mobiles, sans antenne dédiée donc. Couplé à la nouvelle génération de satellites Starlink, SpaceX pense pouvoir s'aligner sur les vitesses du réseau 5G terrestre. Une des licences accordées est par ailleurs valable dans le monde entier. Donc oui, SpaceX pourrait devenir un opérateur de données mobiles dans plein de pays sans zone blanche, voire avec un forfait qui couvre la Terre entière. Une offre sans rival, potentiellement très lucrative, et qui aide à comprendre pourquoi l'entreprise est prête à dépenser autant. Alors attention, le deal doit encore être approuvé par les autorités américaines, mais encore une fois, SpaceX semble avoir un temps d'avance sur tout le monde. L'entreprise semble déterminée à pousser jusqu'au bout la logique de Starlink, peut-être jusqu'à en faire l'infrastructure de communication la plus importante de la Terre. Bon, comme vous le voyez, les fréquences radio valent très cher. Le nombre de bandes disponibles est limité, et chacun veut avoir sa part du gâteau. C'est ce qui finit par expliquer des valorisations à plusieurs milliards pour ce qui est au final qu'une petite fréquence d'énergie sur le spectre électromagnétique. On peut décider de se battre frontalement avec des géants comme SpaceX, ou on peut faire un pas de côté et se rappeler qu'il est possible de communiquer avec l'orbite sans passer par les ondes radio. On peut même être encore plus efficace en passant par le domaine optique. C'est le pari bourgeonnant des communications par laser, qui s'illustre très bien en France avec la pépite K-Labs. Les communications par laser, ça commence à être assez présent en orbite, entre satellites. C'est aussi possible entre l'orbite et le sol. Cela permet de s'affranchir des coûteuses licences en ondes radio, et ajoute une couche de sécurité. Aucun indiscret ne peut venir écouter un laser. Si ce dernier est intercepté, l'opérateur s'en rend tout de suite compte. En revanche, ce n'est pas une technologie vraiment adaptée au grand public. Vous n'allez pas commencer à shooter des lasers avec votre téléphone portable pour vous brancher à un réseau satellitaire. C'est une solution intéressante pour les applications stratégiques et notamment la défense. Chez K-Labs, on travaille donc depuis 2013 sur des systèmes sol capables de communiquer avec des satellites par laser. Vous voyez que ça ressemble à des petits télescopes avec même la coupole qui va bien. Et dans le fond, la tâche est la même que celle d'un télescope d'astronomie, à la différence près que la lumière qu'il faut capter est artificielle. K-Labs vient en tout cas de frapper un joli coup en annonçant la levée de 57 millions d'euros, issus de partenaires publics et privés. Cela va permettre d'accélérer la production des stations optiques. L'entreprise espère être capable d'en produire une 50aine par an d'ici 2027. En parallèle, K-Labs explore d'autres marchés, allant du télémètre aux armes à énergie dirigée. Et oui, quand on est capable de viser un satellite avec un laser, verrouiller un drone, c'est presque un jeu d'enfant. C'est en tout cas un signe encourageant que le New Space français continue doucement à trouver son chemin. Comme on vous le disait il y a quelques semaines, il va être de plus en plus crucial pour ces entreprises de séduire le ministère des Armées et la DGA. Le Fonds Innovation Défense est en effet présent à hauteur de 20 millions d'euros sur l'opération réalisée par K-Labs. Alors que beaucoup d'organismes publics vont devoir resserrer les cordons de la bourse. Le secteur de la défense est peut-être le seul qui va au contraire voir ses moyens s'étendre. Voilà qui boucle notre épisode d'actualité pour cette semaine. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.